Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Thierry Mbaye et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Robert, maire de la ville de Lens et président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin. On a parlé de l'arrivée du Louvre-Lens, de l'innovation numérique et sociale, de l'importance des habitants et habitantes et de l'implantation des entreprises sur le territoire de la Cale. Bonne écoute. Bonjour Sylvain Robert. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast de Louvre-Lens-Vallée. Merci. Présentez-vous de la manière dont vous le souhaitez. Alors Sylvain Robert, maire de Lens, ancré dans le territoire et originaire du bassin minier pour le défendre, le valoriser et le promouvoir à longueur d'année. Très bien. Qu'est-ce que la créativité pour vous ? La créativité, c'est surtout d'être inventif, d'être original dans la façon de percevoir certaines choses et de pouvoir proposer aussi des réflexions peut-être à d'autres personnes en étant un peu inventif. C'est un peu cette notion-là que je mettrais peut-être en avant. Très bien. Et une personnalité créative qui vous inspire ou qui vous a inspiré ? Dans le domaine de la culture, je dirais Léonard de Vinci, parce que j'ai eu la chance de voir l'exposition à Paris, au Louvre. Et c'est vrai qu'on voit dans tous ces domaines d'intervention, à la fois quand il a pu pousser les curseurs à son époque et qu'il a peut-être là initié d'autres réflexions, d'autres inventions et d'autres, quelque part, changements assez profonds dans la façon de voir les choses. Pourquoi faire installer la culture à Lens ou sur la Cale et pas ailleurs ? Pourquoi pas. On va dire, on était dans un territoire qui était peut-être dépourvu de certaines formes de culture. On n'avait pas forcément de musée en tant que tel quand on a eu la chance de pouvoir avoir la décision d'accueillir le Louvre chez nous, qui est devenu maintenant le Louvre-Lens, un office, un établissement à part entière quelque part de la culture et qui a bien prouvé après ces différentes années sa place et son engagement pour le territoire. C'est la façon de se fondre aussi dans le territoire parce que le Louvre était apparu comme un ovni, peut-être à l'époque, c'était quelque chose, on se disait c'est pas forcément pour nous. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel avec les relations que les équipes du Louvre ont su tisser avec les voisins, à la fois avant la concrétisation du musée pour pouvoir en concevoir un peu les fonctionnalités du quotidien. Et puis encore aujourd'hui, dans la façon d'approcher le parc avec Parc en Fête, d'approcher, là aujourd'hui, on voit avec la nouvelle galerie du temps, les cartels qui ont été rédigés aussi avec les habitants. Donc voilà, cette façon d'imaginer le Louvre autrement se fait aussi chez nous, et peut-être un peu plus chez nous qu'ailleurs, parce qu'on a un territoire qui était un peu plus vierge qu'ailleurs dans le domaine de la culture. Mais la culture, de façon générale, on avait aussi une grosse expérience et une grosse histoire de culture populaire qui s'est présentée chez nous, donc qui était peut-être un terreau plus favorable à pouvoir accueillir une autre valorisation comme on peut l'avoir le Louvre. Et c'est pas une opposition avec d'autres territoires, parce que peut-être qu'à l'époque, c'était de regarder comment ce Louvre dans notre territoire pouvait être aussi un indicateur pour renvoyer sur les autres établissements culturels de la région. On parlait de la région des musées à un moment, on est la région qui a le plus de musées, c'était pas de faire l'opposition entre le Louvre et les autres, mais peut-être comment le public qui vient au Louvre peut demain découvrir d'autres musées. On a vu à un moment l'expérience avec Arras, avec Versailles, on a le relais avec Cateau-Cambrésis, enfin voilà, il y a plein de sujets qui permettaient d'amener la réflexion sur la culture sur la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, avec l'image que pouvait avoir le Louvre, mais surtout de regarder comment on pouvait à la fois la déployer au niveau local, avec la scène nationale, avec les centres socioculturels, qui ont aussi un impact beaucoup plus local, puis avec les musées déjà existants pour pouvoir essaimer sur le territoire d'autres pratiques. On est quand même sur un territoire où il y a 3 Louvres. 3 Louvres. Le centre de conservation du Louvre à Lens-Liévin, le Louvre-Lens et le Louvre-Lens-Vallée. Ah, le troisième, d'accord, oui, chercher dans le domaine, d'accord, ouais, vu comme ça, oui, effectivement. Ouais. Après, le centre de conservation, c'est encore un autre sujet et une autre visibilité qu'on a pu avoir, parce que ça reste un établissement qui n'est pas forcément ouvert au public en permanence, mais qui reste un sujet dans l'approche que l'on peut avoir du territoire. C'est aussi quelque part la reconnaissance de la réussite du Louvre-Lens qui a permis peut-être d'accompagner encore un peu plus la décision sur ce centre de conservation, parce qu'on a des œuvres de Louvre, mais aussi d'autres musées qui sont stockés sur place. Et puis la Louvre-Lens-Vallée, c'était le fait d'aborder de façon différente la culture et de regarder comment, à partir d'un établissement culturel, j'allais dire qui appartient aux conservateurs, parce que c'est aussi eux qui font vivre le Louvre, même si l'approche, on a pu le voir, est différente par rapport à la population. Mais en même temps, c'était de comment la culture peut être aussi un moteur économique pour notre territoire et comment peut être dans ce développement culturel et numérique, avec notamment l'ensemble des formations qu'on a sur le territoire, un terreau qui peut être là aussi propice à construire de nouveaux modèles économiques, en tout cas à explorer de nouvelles pistes. Parler d'inventivité tout à l'heure, ben voilà, de créativité, c'était aussi rejoindre peut-être votre première question.
Justement, il y avait une question autour d'un territoire qui peut percevoir la culture comme quelque chose d'élitiste, où il y a une forme de dialectique entre culture dite élitiste et culture populaire. Comment vous l'articulez intimement et puis peut-être à un niveau plus global? Alors, le Louvre est un bon exemple par rapport à ça, du raccourci qui peuvent être faits. Parce que dans l'histoire, on raconte que les 3 veuves de mineurs qui ont abordé le ministre à l'époque du choix du site ont donné un argument peut-être plus humain, plus direct au ministre sur ce que pouvait apporter la culture dans un territoire comme le nôtre. Et ça a continué avec les évolutions des différentes étapes du projet. On a une culture populaire forte chez nous, mais en même temps, on avait cette reconnaissance qu'on n'osait peut-être pas espérer avec l'arrivée et l'implantation du Louvre-Lens. Donc dans le quotidien, on voit aussi des habitants, je vous l'ai dit, qui ont participé plus activement à l'élaboration des derniers cartels. On a une association, les Amis du Louvre-Lens, qui s'est mise en place avant l'arrivée du musée, mais pour essayer de créer aussi cette dynamique. Et puis on a des personnes qui sont voisins du musée. On avait un article dans la presse il y a quelques années, il y a un voisin qui tous les jours va au musée pour faire une œuvre. C'est sa façon d'approcher aussi le Louvre, c'est de dire, voilà, on a une possibilité quand même assez importante de pouvoir découvrir l'art dans différentes formes avec le Louvre-Lens. Lui, avec sa pratique, son expérience, va chaque jour au musée, se fait une œuvre, se fait expliquer, rentre un peu dans le détail. Et il y en a certains qui vont faire la galerie du temps, j'allais dire comme on passe dans une balade d'un week-end ou d'un après-midi. Voilà, c'est une approche différente. Et puis c'est aussi comment on sort la culture, parce que le Louvre, c'est pas cantonné à son époque, et a aussi décloisonné un peu. Alors avec les expositions temporaires dans un premier temps, puis aussi avec l'œuvre qui a été réalisée par une artiste contemporaine dans les jardins du Louvre-Lens, en partenariat avec le centre socioculturel de Liévin, en l'occurrence, et l'association aussi qui a été mise à contribution quelque part pour définir ce modèle, et l'œuvre reste exposée dans le parc du musée. Donc c'est aussi de regarder que le Louvre ne s'est pas replié sur ses fondamentaux, c'est ouvert au territoire et à regarder comment il pouvait s'intégrer dans ce territoire-là. Donc c'est aussi ça quelque part la réussite du musée, c'est que déjà c'était une belle vitrine et la plus belle marque culturelle au monde qui regardait notre territoire. En même temps, elle l'a pas regardé avec ses a priori, elle l'a regardé avec notre pratique et nos habitudes de fonctionnement pour justement s'y intégrer encore un peu plus. Est-ce qu'on pourrait parler d'une culture de proximité? Oui, parce que ça répond aux premières approches. Là, quand ils faisaient les cafés des voisins, c'était ça, c'était les premiers habitants en proximité du site, c'était de décloisonner un peu le chantier, même si physiquement on voyait pas certaines choses, mais de pouvoir regarder comment les voisins appréhendaient et pouvaient être les premiers ambassadeurs du musée. C'est un peu ça quand on parle de l'association qui s'est mise en place, les Amis du Louvre-Lens, mais en même temps les actions qui restent aujourd'hui présentes. On a des actions très, très populaires en volume de population brassée, comme la Route du Louvre qui va se terminer encore une fois cette année dans les jardins du musée. Donc c'est ça aussi la culture de proximité, c'est des personnes qui vont venir pour courir dans l'agglomération, faire un temps sur un marathon ou sur un trail ou sur une autre course, ou découvrir la région pour une autre façon, qui vont pouvoir accéder au musée à cette occasion. Là, c'est assez parlant quand on voit l'arrivée de la Route du Louvre, les coureurs qui, après avoir fait leur course, vont se balader dans le musée. Donc on voit des personnes qui sont pas forcément dans l'accoutrement qu'on peut avoir classiquement dans les musées, mais qui font un peu le contraste et qui montrent vraiment bien comment le Louvre s'est intégré dans notre territoire. Le fait que ce soit un territoire très étendu, il n'y a pas des questions ou des problématiques de mobilité pour avoir accès à ces différents lieux ou espaces culturels? Alors la mobilité reste une question de façon très générale, sur notre agglomération comme ailleurs. On a mis en place la gratuité des transports là, au 1er janvier, donc ça donne aussi une autre possibilité de mobilité. Mais globalement, on voit que la question vraiment de déplacement de population peut être un frein sur certaines pratiques, pas forcément que culturelles. On le voit aussi en matière d'enseignement supérieur. À un moment, les jeunes choisissaient leur formation de par la proximité de leur lieu de résidence, pas forcément par rapport à leur centre d'intérêt prioritaire. On a eu aussi ça à un moment, donc la culture évolue aussi. On est encore un territoire où la voiture est un élément fort en termes de marqueur social, donc qui joue aussi dans ces éléments-là. Donc c'est comment, avec cette mobilité, avec cette évolution de l'organisation de notre territoire et du maillage de territoire avec les déplacements de transport en commun, on peut donner notre visibilité. Parce que, par exemple, tout ne se fait pas autour du Louvre. On a aussi le musée à Arnes, on a le musée à Souchet, donc sur d'autres éléments de notre histoire. L'histoire industrielle, l'histoire aussi liée à la Première ou la Deuxième Guerre mondiale dans notre secteur. Donc c'est tout ça qui fait que on doit pouvoir avoir d'autres approches, alors que la mobilité reste un frein. On arrive à trouver des mobilités spécifiques, mais c'est à nous aussi de mailler de façon différente au territoire, de donner les outils pour pouvoir
ajuster les déplacements et les permettre plus facilement, d'où la gratuité des transports depuis le 1er janvier, mais en même temps de regarder quelle visibilité on peut donner à l'ensemble des établissements culturels. On a maillé les médiathèques pour donner cette mise en réseau. On a à l'agglomération un accompagnement aussi sur les centres de diffusion. L'ensemble des salles de spectacle est accompagné par l'agglomération. Donc c'est vraiment pour pouvoir donner de la visibilité, interchanger aussi les pratiques et justement permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à toutes les formes de culture. Très bien. En termes d'attractivité du territoire, est-ce que vous pensez que la culture joue un rôle ? Oui, la culture, on parle de la plus belle marque culturelle au monde quand on parle du Louvre. Donc le Louvre nous a donné notre visibilité et nous a permis aussi aujourd'hui peut-être, c'est difficile de le quantifier, mais de donner un autre regard sur le développement de notre territoire pour des acteurs économiques, tels que les promoteurs immobiliers par exemple, qui ne regardaient pas forcément notre territoire comme un sujet de développement pour eux il y a 15-20 ans, qui aujourd'hui sont un peu plus moteurs et nous permettent quelque part de retirer un peu de la visibilité concrètement sur une offre différente pour nos populations. Donc c'est aussi cet écosystème qui se met en place de façon différente. Et puis on parle de numérique et culture pour la Louvre-Lens-Vallée. C'est aussi des formations qui sont des formations d'excellence, qui étaient présentes depuis un moment, mais qui n'étaient pas forcément visibles. Je dis toujours, pour eux, ces formations-là, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Sauf qu'aujourd'hui, involontairement ou volontairement, mais en tout cas, le boom de l'intelligence artificielle fait aussi l'écho à ce qui se passe à Lens, où on a des laboratoires de recherche en intelligence artificielle qui sont parmi les meilleurs nationaux, c'est sûr, mondiaux sûrement. Et puis des formations qui, ici, on l'avait fait aussi au sein de la Louvre-Lens-Vallée, qui permettaient, sans chercher un niveau de qualification, mais chercher plutôt une appétence à la matière, de regarder comment l'informatique, le numérique pouvait être une source de développement ou d'emploi pour la population locale, en lien particulièrement avec la culture pour la Louvre-Lens-Vallée, mais de façon plus globale aussi en lien avec les formations qui leur permettaient, pour certains, de déployer un cursus plus classique dans la foulée. C'est aussi pour ça que vous avez participé à l'émergence de Louvre-Lens-Vallée, pour participer à l'attractivité du territoire, faire en sorte que les entreprises s'installent, créer de l'emploi. Oui, alors c'est de marier en fait deux éléments moteurs de notre territoire et de regarder comment on pouvait, au travers de ces deux éléments, fédérer le monde économique. On a des grandes boîtes nationales qui, dès le départ, ont été partenaires de la Louvre-Lens-Vallée. C'est aussi parce qu'elles avaient un intérêt, mais en même temps, elles croyaient dans le projet. Donc, c'est de dire on a deux pépites dans le secteur, à la fois le tissu de formation qui fait qu'en numérique, on a de la première approche jusqu'à de la compétence très très poussée avec des chercheurs en intelligence artificielle, une palette de développement local. Donc comment on arrive à proposer, en dehors de l'aspect formation, un modèle économique et comment on peut l'accompagner pour les jeunes qui vont faire ces formations-là puissent trouver un débouché localement sans être obligés de s'expatrier. C'est aussi la possibilité de garder ces talents chez nous, parce qu'en même temps, il faut pouvoir leur proposer quelque chose si on veut les garder. Et puis de profiter de la visibilité que nous donnait le Louvre-Lens, parce que cet établissement culturel nous donne aussi une visibilité qu'on n'avait pas forcément avec nos autres équipements, même si on a une scène nationale, même si on a d'autres atouts en matière de culture de proximité, par exemple. Ça permet de marier deux mondes et de regarder si un modèle économique peut en sortir, parce qu'on voit bien, on n'en est peut-être pas encore à trouver des licornes, mais on voit bien aussi que des moments, c'est des idées qui peuvent sembler farfelues au début, qui sont les plus belles pépites de demain. Donc nous, on a là essayé de marier ce qui peut être marquant sur notre territoire pris individuellement et de regarder comment on pouvait en créer un modèle, si possible économique derrière, en tout cas un modèle d'action pour fédérer l'ensemble des acteurs dans un premier temps, ce qui a été le cas dans la Louvre-Lens-Vallée, et puis après de regarder comment ça peut se matérialiser au niveau économique. Un peu de prospective, puisqu'on parlait d'IA, comment vous voyez les choses dans l'avenir ? C'est la période. Hein. C'est la période. L'intelligence artificielle a beaucoup d'éléments. Alors je suis pas spécialiste, mais on a pu emmener l'année dernière, on a fait un déplacement en Angleterre pour essayer après Brexit de regarder quelles entreprises éventuellement pouvaient être intéressées par une installation en Europe et pourquoi pas chez nous. Et on a ciblé des domaines qui peuvent être des domaines un peu particuliers chez nous, mais la culture. On était avec la directrice du Louvre-Lens, avec la directrice de l'Office de tourisme, parce que ça reste un élément moteur, et puis avec le président du conseil de surveillance de l'hôpital, parce que la santé est aussi un élément de développement. Alors après, on aurait pu élargir à d'autres domaines de compétences, mais on s'est dit sur ces secteurs-là, on a peut-être une clé à jouer avec le renouvellement de l'hôpital. Quelque part, on va passer sur un hôpital numérique également. Le tourisme, on voit bien qu'aujourd'hui, les plateformes de réservation, les expériences qu'on peut avoir quand on cherche dans un territoire viennent aussi pratiquées par les smartphones ou ces supports-là. Et la culture, voilà, c'était aussi de permettre d'avoir cette lisibilité par rapport au Louvre. Et quand on a eu des prospects dans la salle, l'idée, c'était de leur dire, vous pouvez vous développer en Angleterre, mais vous pouvez aussi bien vous développer chez nous. La preuve, le président du Racing est
habite à Londres et vient investir chez nous et vient y développer un business. Et tous, quel que soit le domaine de compétences, que ce soit dans la culture, dans la santé ou dans le tourisme, le point commun, c'était l'intelligence artificielle qui intégrait déjà leur modèle. Ouais, donc c'est vraiment de se dire aujourd'hui dans des domaines différents, mais pas forcément consciemment, mais on en a déjà dans notre quotidien. Et on voit que dans les projets aujourd'hui qui étaient déjà sourcés, parce qu'on était passé par aussi la région Nord-Pas-de-Calais qui avait une antenne à Londres pour nous permettre de sourcer des porteurs de projets, tous parlaient d'intelligence artificielle. Donc on voit bien que dans le quotidien, ça va évoluer. Le tout, c'est comment on arrive à maîtriser, à organiser ça et à pouvoir après, derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en faire un modèle qu'on peut développer sur notre territoire et qu'on peut aussi fédérer autour de nos acteurs parce qu'on a toutes les pépites sur le secteur. Là, je vais sortir du texte. Ici, on a un Fab Lab à Louvre-Lens-Vallée, donc le Muséolab, qui a été créé en partenariat avec l'Université d'Artois. Qu'est-ce que vous pensez de ces espaces de fabrication numérique ? J'ai eu la chance de pouvoir le visiter. Alors, c'est vrai que c'est une façon un peu atypique, originale par rapport à la façon dont, à mon époque, ça se passait. Mais on voit bien aussi l'évolution de l'université, le fait d'être à la pointe sur ces domaines de recherche, parce qu'il y a à la fois la formation, c'est son métier de base, mais en même temps de regarder comment la formation peut s'adapter aux besoins de l'entreprise. Et c'est tout l'enjeu de la Louvre-Lens-Vallée. C'est qu'on arrive à... Alors confronter, ça peut donner l'impression qu'on oppose, mais quand on dit confronte les points de vue, c'est aussi de regarder comment on arrive à trouver une meilleure solution ensemble. Et quand on a la formation qui se confronte au monde économique et aux collectivités pour regarder comment on peut organiser ça sur un territoire, l'enjeu, c'est de voir ces différents points de vue, ce qui arrive à en sortir. Là, le Muséolab est une des solutions, en tout cas un des outils qui a été identifié pour regarder comment on arrive à passer ensemble une étape supplémentaire. Donc chacun n'est pas resté dans son domaine, mais a accepté de s'ouvrir un peu dans ses pratiques et dans la façon de voir le territoire, de le faire évoluer. On en a un exemple concret. Maintenant, c'est de regarder comment ça peut se démultiplier. Ceux qui pratiquent aussi avec ce Muséolab, comment on arrive à pouvoir le formaliser demain dans un process entreprise, un process économique. Voilà, c'est un peu comment on confronte ces différents points de vue. Je sors encore du texte. J'arrondis, puisque ces espaces du fer, ces Fab Labs, on y réfléchit aussi en termes de micro-usines. Donc en lien avec la troisième révolution industrielle, les industries 4.0. Et donc on a là finalement sur ce territoire un outil qui nous permet de nous projeter vers ces usines du futur. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il faut regarder aussi quand on a ces évolutions, dans tous les domaines, comment ça se pratique. Alors aujourd'hui, les usines, on l'a vu avec les usines de batterie, par exemple, qui sont chez nous, les pratiques et la façon d'aborder le travail en usine n'est plus le travail des débuts du 19e siècle ou du 20e siècle. Donc c'est de regarder aussi comment les outils peuvent être mis à disposition des concepteurs d'usines, parce qu'on est aussi ça, quand on commence un process au départ, de regarder comment on peut améliorer la qualité du travail au quotidien pour pouvoir améliorer le produit fini aussi. Et puis, en faisant un parallèle, on l'a aussi de plus en plus, on le voit en termes de bâtiments de construction, où de plus en plus les bâtiments sont modélisés en 3D aussi maintenant, y compris dans la construction, dans le chantier. On l'a vu avec l'hôpital, où les chefs de chantier se baladent avec les tablettes pour regarder le chantier, là où avant on était avec des tonnes de plans et des rouleaux de plans qui étaient démultipliés. Donc voilà, on s'adapte. On regarde ce qui peut être efficace. Alors, des moments, c'est peut être plus pratique, plus concret quand on est sur la partie construction, mais en même temps, il y a d'autres modèles qui peuvent aussi, quand on construit une usine, quand on conçoit une usine, une chaîne de fabrication, c'est bien aussi de voir les différents impacts et comment on peut améliorer toute cette chaîne et comment on peut concevoir le produit de demain, mais avec les outils de demain, pas avec les outils d'avant-hier. Très bien. Vous revenez dans le texte. J'ai plus de texte. Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez que je vous pose ? Non. Alors, je vais faire la question de fin. Si vous étiez un type d'art, lequel seriez-vous ? La peinture. Peinture, c'est ce qu'il y a de plus, je vais pas dire de plus concret, mais en tout cas de plus représentatif peut-être dans un espace plus large, parce qu'une statue, il faut la voir dans un contexte. La peinture, tout le monde la voit de la même façon. Après, on peut l'interpréter de façon différente, on peut voir, mais en tout cas, il y a toujours un contexte. La peinture plutôt qu'autre chose. Ouais. Merci Sylvain Robert. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Charlotte Sautière, Thierry Mbaye, Vincent Gariazzo, Margherita Balzerani et Fiona Coco. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Anne-Lise Louf, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Asma Coeli, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Scott Fradvo, Léo Sprimont et Fiona Coco.
Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 27 mars prochain pour le prochain épisode.